Suite à son nouveau plus haut historique de 246,75 dollars, aujourd'hui je vais analyser l'action Apple et grâce à un ratio de valorisation vous dire si j'achète, je vends ou si je touche pas du tout à l'entreprise. Alors Apple, c'est une boîte qui a été créée en 1976 par Steve Jobs. C'est l'une des entreprises les plus influentes et rentables du secteur technologique, notamment grâce à ses produits hardware comme le Mac, l'iPhone et l'iPad, mais également grâce à sa partie software comme l'App Store, l'iCloud, l'Apple Music, etc. Au niveau de son moat, alors il en existe 4 qui vont permettre d'avoir des douves sur les concurrents. Donc notamment, on va voir les marques fortes et les switching costs. C'est principalement ce que je donne à l'entreprise Apple. Alors marque forte, je pense que c'est l'une des marques les plus importantes. Aujourd'hui, quand on pense à Apple, on pense tout de suite à ses iPhones, etc. Et ensuite, les switching costs, notamment grâce à iOS, qui aujourd'hui bénéficie d'un avantage concurrentiel énorme et qui empêche les utilisateurs d'Apple d'aller sur des Android, notamment à cause de sa difficulté. Il existe aussi deux autres modes, c'est l'économie d'échelle et le network effect. Je ne les considère pas comme très importants pour Apple. Ça, c'est plutôt des modes qui vont passer sur Meta ou d'autres entreprises comme ça. Au niveau de sa diversification, donc l'entreprise, elle vend à peu près 50% de son chiffre d'affaires via des iPhones. Ça représente une augmentation de 0,3% par rapport à l'année dernière. Donc on est quand même sur un marché qui est relativement saturé. Ensuite, au niveau des services, ça représente 25%. Et là, par contre, on a une belle croissance à plus 13%. C'est vraiment la partie d'Apple qui a de la croissance et qui permet aujourd'hui d'espérer un petit peu quelque chose d'Apple encore. Ensuite, on va avoir les wearables, l'iPad et le Mac, donc qui vont être tous les accessoires en gros de l'entreprise, qui représentent également 25% des ventes, avec notamment une diminution de moins 4%. Donc c'est moins intéressant que les services, les accessoires ils sont plutôt en diminution, donc attention à ça. Au niveau de la répartition des revenus par région, on a les États-Unis qui représentent 36% des ventes, une petite augmentation de 3%, l'Europe qui représente 26%, l'Asie 25% et les autres pays qui représentent 13%. On note notamment une diminution de 4% en Asie, mais ça représente à peu près toutes les entreprises américaines, hein, que ce soit Starbucks, Apple, Nike. Il y a vraiment beaucoup de ces entreprises qui perdent des parts de marché en Asie, et donc c'est pas spécialement très grave, c'est pas propre à l'entreprise Apple en tout cas. Au niveau de sa performance, on a toujours eu une grosse performance. Sur 10 ans, 68% par an et sur 5 ans, 24% par an. Donc c'est une croissance qui diminue, ce qui est plutôt normal. Mais par contre, ça reste une croissance qui est extrêmement intéressante. Au niveau des données de l'entreprise, je vise une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10%. C'est pas le cas. L'entreprise n'a pas 10% de croissance du chiffre d'affaires. Elle est à 8% sur 10 ans et 9% sur 5 ans. Donc très légère augmentation. Par contre, par rapport à l'année dernière, on est à moins 1%. Donc ça, c'est aussi un petit peu négatif, même si on peut espérer potentiellement une croissance qui revienne. Donc si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, on est sur une belle augmentation, hein, sur du long terme quand même, mais on remarque tout de même des périodes un petit peu de stagnation du moins. Donc ici entre 2022 et 2024, mais également entre 2018 et 2020. On peut également parler de 2015 et 2016, etc. Donc c'est quelque chose qui est propre à l'entreprise Apple et la plupart du temps, elle arrive à nous redonner un petit boost de chiffre d'affaires. Donc c'est pas forcément le critère qui m'inquiète le plus, bien que ça reste un critère dont il faut faire attention. Ensuite, je vise une croissance du free cash flow supérieure à 10%. Donc là, c'est un critère qui est validé avec 10% sur 10 ans et 14% sur 5 ans, qui représente du coup une augmentation de 4%. C'est sympa. Et ensuite, par rapport à l'année dernière, une augmentation de 9%. C'est moins que 10%, mais ça reste quand même une très jolie croissance. Si on regarde ce que ça donne, on a également voilà, une très jolie croissance de l'entreprise qui augmente quasiment chaque année, si ce n'est en 2022, 2023, 2024, où là on est un petit peu sur une stagnation, mais ça avait été également le cas en 2018-2019, en 2015-2016, donc même chose que pour le chiffre d'affaires, sauf que là on atteint mon critère. Ensuite, pour le ROCE, je demande un ROCE supérieur à 15%, donc c'est l'argent que l'entreprise va investir, combien est-ce qu'il lui rapporte. Donc aujourd'hui, sur 5 ans, ça lui a rapporté 43%. Donc quand elle investit 100, elle récupère 143 euros. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et sur un an, on est sur une très jolie augmentation. On est notamment sur du 51%. Donc critère largement dépassé et un ROCE d'ailleurs qui est extrêmement intéressant. Ce qui est la plupart du temps signe d'un moat très intéressant. Donc le moat, pour rappel, c'était marque forte et switching cost. Ensuite, au niveau du pourcentage de ses marges, pour moi, il faut qu'elle soit supérieure à 15%, ses marges nettes et ses marges en free cash flow. Donc pour ce qui est de ses marges brutes, elles sont à 38%, 38% également sur 5 ans.
mais elles ont fortement augmenté en 2023 du coup avec une augmentation à 46%. Au niveau de l'operating margin, on est sur 29% sur 10 ans et une petite augmentation quand même à 25% sur 5 ans, mais de nouveau une augmentation à 31% par rapport à 2023, qui est d'ailleurs supérieure aux marges d'il y a 10 ans, donc également un signe très intéressant. Et enfin, la net margin qui est à 21% sur 10 ans, 22% sur 5 ans et 26% sur 1 an. Donc si on regarde ce que ça donne graphiquement, on voit que sur du long terme, on a quand même une augmentation avec un signe assez classique. Ici, du coup, sur les années à peu près 2010-2015, on était donc il y a 10 ans avec des produits très pricés. Ensuite, on est parti sur une baisse des marges, notamment avec une stagnation, on va dire, des secteurs comme l'iPhone, etc. Et de nouveau, des marges qui re-augmentent grâce aux services. Donc étant donné que les services ont encore de la croissance et vont être une part de plus en plus importante dans les revenus d'Apple, on pourrait partir du principe que les marges vont continuer d'augmenter et ça c'est un signe très intéressant. Notamment quand on voit que l'entreprise a un free cash flow margin de 25% avec un plus bas à 23, un maximum à 30. Donc on peut se dire que les 30%, elles pourraient peut-être à long terme réussir à les réatteindre et donc générer de plus en plus de free cash flow. Pour ce qui est de la dette de l'entreprise, pour moi c'est un critère qui est totalement validé avec une dette nette à 77 milliards et un free cash flow à 108 milliards. Donc si on regarde par exemple la balance sheet de l'entreprise, on est sur une dette nette à 77 milliards juste ici. Et si on regarde les cash flows en TTM, on est sur du 108 milliards, c'est bien ça. Ce qui nous donne du coup moins 5 mois au niveau de la dette pour rembourser avec les free cash flow. Donc au final, on n'a pas spécialement une dette qui est extrêmement dérangeante. Pour ce qui est des shares buyback, on est sur du coup des rachats d'actions assez intéressants, moins 4% par an sur 10 ans, moins 3% par an sur 5 ans et un petit peu moins, je crois que c'était moins 2,8% par an sur un an. Mais en tout cas, ça reste voilà, 3% à peu près. Même si c'est en diminution, on est quand même sur des rachats d'actions qui sont intéressants. Pour rappel, les rachats d'actions, ça permet à nous, les investisseurs, d'avoir une plus grande part dans l'entreprise, car l'entreprise va racheter les actions qui sont en libre circulation. Et donc, du coup, ça va lui permettre d'augmenter son bénéfice par action et son free cash flow par action, qui, pour rappel, est la métrique la plus importante pour réaliser des gains en bourse. Si on regarde ce que ça donne d'un point de vue graphique, on voit que jusqu'en 2012-2013, on a eu plutôt des émissions d'actions, donc ça qui diluait les investisseurs. Mais depuis 2013, on est vraiment sur des rachats d'actions constants qui, comme on le voit ici, ont des petites phases, mais la plupart du temps sont quand même relativement élevés, hein, moins 7, moins 6, moins 3, moins 3. Voilà, donc c'est quand même des rachats d'actions qui sont très intéressants et qui nous permettent à nous, les investisseurs, de profiter un maximum de l'action de l'entreprise et de ses performances. Au niveau de la checklist de l'entreprise, je me pose 5 questions principales. Donc la première, est-ce que le business a de l'avenir dans le monde réel? Par exemple, pour booking.com, ce serait est-ce que les gens vont plus voyager? Bon bah là, Apple, pour moi, il surfe sur la vague de l'augmentation de la demande des produits connectés. Et grâce notamment à son écosystème intégré, elle arrive à attirer les clients vers ses produits et donc vers sa firme. Ensuite, est-ce que l'entreprise a des opportunités dans le futur? Alors oui, moi j'en vois des dizaines, que ce soit grâce à ses innovations dans ses produits déjà existants, mais également dans la réalité augmentée, l'IA, le paiement numérique avec Apple Pay et d'autres services financiers, etc. Donc pour moi, beaucoup d'autres. Au niveau des risques importants au business de l'entreprise, j'en vois deux principaux, mais il y en a un qui n'est pas propre à l'entreprise, donc je ne vais pas le noter ici. Le premier, ce serait une baisse constante des ventes en Chine, ce qui serait plutôt un symbole négatif pour l'action qui du coup va perdre de plus en plus de chiffre d'affaires et donc du coup va effrayer un petit peu les investisseurs. Et ensuite, le deuxième problème pour moi, ce serait justement la croissance qui ralentit. Alors pas forcément suite à la Chine, mais plutôt à une saturation totale de son marché. Ensuite, est-ce que le business gère convenablement ses dépenses et ses investissements, mais également ses dépenses en CAPEX et ses SBC, donc ses Stock-Based Compensation. Donc les Stock-Based Compensation, c'est les actions qui sont données aux salariés pour pouvoir les rémunérer. Donc pour moi, Apple gère très bien ses dépenses avec de très gros revenus, des marges très fortes qui sont en augmentation et également une chaîne d'approvisionnement qui est très compétitive qui lui permet notamment d'avoir des marges nettes à hauteur de 22-26% à peu près. Elle fait également de bons investissements dans sa recherche et développement pour l'amélioration de ses produits. Je pense notamment à l'iPhone 16 et Apple Intelligence par exemple. Ses rémunérations en actions, elles sont à hauteur de 11% du free cash flow, donc pour moi c'est relativement maîtrisé. Je pense notamment du coup si on regarde le cash flow statement, on voit que les stock-based compensation sont à 11 milliards pour du coup un free cash flow comme on l'a vu de 108 milliards.
Donc voilà, ça représente effectivement 11%. Et ça n'empêche pas l'entreprise d'avoir des rachats d'actions suffisants pour qu'on ait justement non pas une émission d'actions, mais plutôt un rachat d'actions plus important, et donc que nous ne sommes pas dilués, nous les actionnaires. Pour ce qui est du CAPEX, on est à 8%. Il est également géré très efficacement selon moi dans la construction d'infrastructures par exemple, et il n'est pas aussi excessif que pourraient l'être des boîtes comme Microsoft ou Amazon. Encore une fois, si on repart sur le cash flow statement, on va pouvoir voir que le CAPEX va être à peu près de moins 9 milliards, donc c'est inférieur encore au SBC. Et si on regarde d'autres entreprises, par exemple comme Microsoft, qui du coup génère moins de revenus que Apple, on est plutôt sur un CAPEX de 49 milliards. Voilà, donc c'est quand même 5 fois moins élevé que Microsoft, alors que l'entreprise gagne plus d'argent, génère plus de free cash flow, etc. Donc certains pourraient dire que c'est un petit peu faible. Moi, je préfère quand même que les capex soient pas excessifs. Et enfin, dernière question. Est-ce que le management gère bien l'entreprise? Bon bah selon moi, Tim Cook, il a très bien géré l'entreprise, il a su rentabiliser Apple et la concentrer sur l'augmentation des marges, la rentabilité, la profitabilité, mais également l'arrivée en force des services et l'innovation qui, selon moi, par contre, reste relativement manquante. Voilà, on a eu l'iPhone qui était principalement sous Steve Jobs. Depuis, on a eu l'Apple Watch ou des trucs comme ça, mais encore une fois, c'est des accessoires qui fonctionnent pas spécialement. Il manque quelque chose vraiment d'incrémental sur Apple, un produit phare qui pourrait permettre une croissance extraordinaire de l'entreprise ou un service phare, ça pourrait être également le cas. Au niveau de sa valorisation, donc son free cash flow, comme on l'a vu en 2022, il est de 111 milliards. En 2023 de 99 milliards et en TTM de 108 milliards. Donc on voit qu'on revient quand même à peu près sur un free cash flow de 2022. Au niveau de la croissance estimée sur 5 ans, alors les analystes prévoient 4 à 6% de croissance sur le chiffre d'affaires. Donc on va partir sur une croissance prudente plutôt de 4%. Je trouve que c'est relativement élevé si on part du principe que certaines années font par exemple 8% de croissance, mais d'autres années font moins 1, moins 2%. Ça me semble quelque chose d'assez prudent. Au niveau du free cash flow, je partirai du principe que les marges vont continuer d'augmenter et donc que le free cash flow va augmenter plus vite que le chiffre d'affaires. Donc plutôt sur du 6 à 8% par rapport aux analystes, moi je dirais plutôt du 6 à 7, même si 8% ça pourrait être possible, je préfère partir sur quelque chose de plus prudent. Et pour le free cash flow per share, du coup on estime que les rachats d'actions vont évidemment continuer pour l'entreprise Apple, et donc du coup les analystes font à peu près 8 à 10% de croissance du free cash flow per share. Moi, je partirais plutôt sur du 8-9%, donc plutôt une croissance prudente à 8%. Étant donné que c'est une croissance par an sur 5 ans, il y a quand même beaucoup d'événements majeurs qui peuvent arriver, donc 8% ça me paraît plutôt honnête. Ensuite, au niveau de son price to free cash flow, on est sur du 24 fois le free cash flow sur 10 ans, 28 fois sur 5 ans et 31 fois sur 1 an. On remarque notamment que l'action a vachement diminué son price to free cash flow, notamment jusqu'en 2013 où on avait du 8 fois le free cash flow, 9 fois le free cash flow, donc ce qui est relativement très faible. Ça représentait d'excellentes opportunités pour Apple. Et aujourd'hui, par contre, on est plutôt sur du 34 fois le free cash flow, donc c'est vraiment énorme. On voit d'ailleurs que sur 20 ans, l'action a très très rarement eu une valorisation aussi élevée. Elle l'a eu du coup cette année, mais elle l'a également eu en 2007, notamment pendant la crise des subprimes, et en 2006, où il y a vraiment eu une explosion du free cash flow, du price to free cash flow, pardon. Donc voilà, moi je partirais quand même sur une croissance du price to free cash flow d'à peu près, donc là on est sur du 30 sur 3 ans et 29 sur 5 ans, je partirais sur quelque chose comme 25 pour avoir une estimation prudente. Donc ici du coup on va valoriser l'entreprise, on va faire ce qu'on appelle un discounted cash flow. Donc le principe c'est d'estimer les free cash flow futurs de l'entreprise pour ensuite estimer la valeur de l'action dans plusieurs années et donc à quel prix je suis capable de l'acheter. Donc ici, si vous vous concentrez sur tout ça, on va pouvoir voir que ici j'ai mis le free cash flow de l'entreprise, ensuite le ticker Apple pour avoir le prix actuel de l'entreprise et sa sur ou sous-évaluation. Ne prenez pas encore la valeur intrinsèque, on n'a pas ajouté les éléments de croissance. On va également rajouter le nombre d'actions de l'entreprise, son cash et sa dette totale. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à estimer le price to free cash flow dans 10 ans, la croissance du free cash flow dans 10 ans et le discount rate, c'est-à-dire la performance que je souhaite faire avec cette entreprise. Alors, étant donné que le S&P 500 fait à peu près 10-11% par an, moi je vais partir sur une croissance supérieure parce que je fais du stock picking pour battre le S&P 500. Et donc du coup, je vais plutôt partir sur du 13% pour avoir un petit pourcentage de sécurité. Donc 13% de discount rate.
Ensuite, au niveau du price to free cash flow, on a vu que c'était à peu près sur du 30, 29 sur les 3 et 5 dernières années. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord regarder à quel prix est valorisée l'action, donc quelle croissance faudrait que le free cash flow fasse et à quel price to free cash flow l'entreprise devrait être dans 10 ans pour valoriser l'action. Donc si on regarde un price to free cash flow dans 10 ans de 30 fois le free cash flow et une croissance du free cash flow de 12%, on est encore sur une sous-évaluation. Donc ça veut dire que le marché est plutôt sur du 14% peut-être. Ouais, c'est ça. 14%, donc on va dire 14,5. Voilà. Le marché estime à l'heure actuelle que Apple va faire 14,5% de croissance sur son free cash flow et il le valorise à 30 fois le price to free cash flow. Ça me paraît beaucoup trop élevé. Donc moi plutôt je partais sur une croissance du free cash flow de 8%, on a dit, et plutôt un price to free cash flow de, alors c'était 30 sur 3 ans, 30 sur 5 ans. Je partirais, donc si on met par exemple un 25, on serait à peu près à 140 dollars, donc une surévaluation de 43%. 140 dollars, si on regarde l'action, on est quand même sur 2023. Donc c'était seulement l'année dernière, hein. C'était il n'y a pas si longtemps que ça une opportunité pareille. Mais je vais plutôt partir sur un price to free cash flow de... allez, on va voir ce que ça donne 30. 30, ça donnerait 161 dollars. Donc 161 dollars, on y serait au plus bas de 2024 ici, et également là. Donc en 2024, il y avait 2 fois l'occasion d'acheter l'action à un bon prix. Bon, je partirais quand même du principe que le price to free cash flow à 30, c'est un petit peu beaucoup, sachant qu'elle n'a pas du tout été autant valorisée et qu'on cherche ici une estimation plutôt prudente. Donc je partirais tout de même sur un price to free cash flow de allez, 28, on va dire. Du coup, ce qui valoriserait l'entreprise à 155 dollars à peu près, et donc une surévaluation d'à peu près 38-37%. Ce qui du coup nous donne à peu près un prix accessible à, on va dire, voilà, mars 2023. Donc il y a à peu près un an et demi. C'est quelque chose d'assez probable. Donc en tout cas, moi, aujourd'hui, j'achète pas du tout Apple. C'est vraiment une action que je trouve beaucoup trop surévaluée. Mais je vends pas non plus, parce que l'action pourrait encore fournir des performances extraordinaires. Et en plus de ça, on a un price to free cash flow qui est pas non plus exceptionnel. On voit qu'il est à 35 à peu près, sachant que en 2006, il était monté à 64. Donc c'est totalement possible que l'action Apple continue d'exploser à la hausse. Mais voilà, du coup, je ne touche pas à cette action Apple et je préfère ne rien faire sur l'action. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter si vous voulez acheter l'action Apple ou si vous la vendez ou ne faites rien du tout comme moi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.